Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Avec un invité, nous tentons d'en parler. L'actualité dans le pays est restée dominée par l'état des sièges lancé par Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême de FARDC. Le président veut mettre définitivement fin à l'insécurité dans l'Est de la République. L'état des sièges, est-ce la mesure qu'il fallait prendre? La nomination des gouverneurs militaires, est-ce la mesure qu'il fallait prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je vous propose aujourd'hui une balade autour de ces thèmes aussi importants. On reviendra également sur la question d'actualité, la mise en place du gouvernement, quelles sont les priorités, que faut-il faire? Mon invité de ce soir, ce n'est pas la première fois qu'il nous rend visite, c'est Monsieur Willy Michiki. Monsieur Michiki, bonjour. Bonjour Pierrot. Bienvenue à cette émission, ça fait toujours un grand plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes président de l'UNANA, tout à fait. Union des nationalistes, c'est ça? Union nationale des nationalistes. Union nationale des nationalistes. Tout à fait. Et vous êtes membre de l'AFDC. Membre de conférence des présidents de l'AFDC allié, présidé par le sénateur professeur Bahati Modeste. Vous avez eu un problème dernièrement avec Bahati Lokwebo qui a dit qu'est-ce que vous faisiez là, n'engagez que vous-même. Vous avez réussi à fumer le calumet de la paix? Non, vous savez que moi j'ai toujours mon indépendance. Et le professeur Bahati me connaît depuis longtemps. C'est mon grand frère d'abord, avant d'être mon autorité morale. On a été avec lui dans le gouvernement de Mobutu il y a plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui me connaît bien. Et évidemment, mon sang qui est très chaud, il le connaît aussi. C'est vrai que j'avais tenu des propos que moi-même j'avais assumés, qui n'engageaient pas l'AFDC allié. Et nous sommes en démocratie. C'est vrai que... Et ça vous a valu ces recadrages musclés de Bahati Lokwebo qui a dit que... Oui, c'est l'autorité morale et il a exprimé qu'il n'était pas d'accord sur ce point de vue que j'avais émis et j'ai respecté son point de vue. C'est ça la démocratie aussi. Mais je vais te dire que nos relations sont très excellentes. Vraiment, je suis en très bonne, parfaite relation avec le président du Sénat. C'est bien, c'est une bonne chose. Entre-temps, vous êtes aussi dans l'Union Sacrée puisque vous êtes avec Bahati Lokwebo. Bien sûr, non seulement je suis dans l'Union Sacrée, je suis le Jean-Baptiste de l'Union Sacrée. Rappelez-vous, sur ce plateau, oui. On avait déjà annoncé l'hécatombe il y a plus de 6 mois. Lorsque j'ai dit à Tambwe Mwamba bye bye, à Janine Mabon, c'était avec vous. Donc la prophétie a fini par réaliser. Le Messie que j'avais annoncé venir, il est là, Félix Tshisekedi. Donc voilà. Et vous insistez, vous persistez que Kabila a détruit le pays, parce qu'à un moment donné, j'étais avec vous, je vous ai vu tenir un discours assez grave contre l'EFCC et Joseph Kabila. Vous persistez, vous signez que cette gouvernance, cette gestion-là nous a conduit vers la dérive. Oui, en fait, le problème de Kabila, ce n'est pas lui individu. Le problème, c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minakou, comme je viens de citer. C'est eux, en fait, qui dirigeaient. Moi, j'ai été dans le gouvernement Kabila. Et je vous dis, ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout, c'est-à-dire qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement, il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demandez à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibana, ils vous diront, quand ils étaient premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Donc le président était ailleurs, Kabila était ailleurs. Ailleurs, tout à fait ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires, en tout cas, pas au gouvernement. Je ne sentais pas le président vraiment. Vous avez vu, vous-même Félix, même s'il est occupé avec le gouvernement, tous les vendredis, il est là pour présider lui-même. Donc on sent que le président assume, alors que la constitution de notre pays, le président règne mais ne gouverne pas. Le premier ministre a beaucoup de pouvoirs, mais on ne sentait pas vraiment la présence de Kabila
au sein du gouvernement. Oui, M. Chiki, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la gouvernance de Kabila et du FCC? Je ne voudrais pas qu'on refasse l'histoire, je ne sais pas pourquoi je vous amène sur ces terrains-là, mais l'histoire c'est aussi bon, ça nous permet de connaître ce qui s'est passé pour que ceux qui sont là aujourd'hui comprennent qu'ils ne sont pas les premiers arrivés. Qu'est-ce que Kabila a fait de mal que Tshisekedi doit éviter de faire? Oui, en fait, d'abord, Kabila, quand il est arrivé, il s'est intéressé plus aux affaires. C'était un affairiste. Les affaires, c'était plus un affairiste, malheureusement. Et les gens, bon, c'est vrai, tout le monde a besoin d'argent, même moi aussi. Mais on ne peut pas aujourd'hui sacrifier les intérêts de l'État au profit d'argent. Et lorsque Kabila a eu l'argent, il a laissé le pouvoir entre les mains des autres. Rappelez-vous, par exemple, aujourd'hui, je vous dis, par exemple, les contrats chinois, ce sont des gens qui l'ont négocié, il a eu ce qu'il pouvait, donc il ne savait même pas ce que ce contrat a donné. Et moi, je vous dis, mais mon cas, moi-même, j'étais au ministère de l'énergie pendant quelques mois. Je suis là, je trouve que, par exemple, un cas, mon prédécesseur, le ministre Matadi Nenga, il a signé des arrêtés accordant, par exemple, l'exonération à des entreprises qui ont bénéficié des monopoles. Alors que la loi de 2014 a banni les monopoles dans le secteur de l'électricité. Et moi je viens, je suspends par une décision, je vois Néhémie me rappelle, alors il me dit non, STS c'est une société belge. Moi je dis non, même en Belgique. Vous ne pouvez pas briser la loi, c'est une loi, une décision du gouvernement. Et Ari Yav Moulan, ministre des Finances, il leur accorde des exonérations de plus de 30 millions de dollars. Je m'oppose, il me rappelle alors par écrit. Toi, tu n'es qu'un vice-ministre. Donc, vous comprenez que ce sont ces collaborateurs. C'était les affairistes. Des affairistes, donc c'est du business. Chacun met à sa poche et c'est fini. Des contrats léonais signés partout. Vous voyez par exemple les actifs miniers de la Gécamine aujourd'hui, qui ont été sous-évalués. J'ai évalué ça à plus de 24 milliards de dollars que l'État congolais a perdu comme ça. Donc Kabila, ça ne lui disait rien, puisque lui on lui donne des petites actions par-ci par-là, à sa sœur, à son frère, c'est fini. Donc les affaires de l'État, voilà. Donc la grosse erreur de Kabila, c'est d'avoir mis les affaires avant la question. Donc Kabila, pour vous, c'était un affairiste, pas un président. C'est un businessman qui a fait son temps. Il est de bonne volonté. Je peux vous dire que c'est un garçon excellent, un blagueur. Moi, je me rappelle même bien. Il badine avec moi un jour, après une réunion. Il me tape comme ça. Il me dit, Michiki, toi, ouais, Ninge Kufunga, Uluwa Tshisekedi, toi, tu vas t'arrêter. Tu as tué Tshisekedi. Donc, c'est un garçon bien. Il est bien, mais côté politique, en tout cas, Kabila est nul. Je m'excuse beaucoup. Il est nul, puisqu'il s'est fait. Et c'est comme ça aujourd'hui que même les gens, quand nous les avons dénoncés, ce qu'on avait déjà entendu. Moi, je voudrais faire un débat avec Chadari, avec Minaku, avec Néhémie, sur ce plateau ici, pour les recadrer. Je vous dis, ils ne viendront pas, puisque nous les avons mis à nu. Et je crois que si Kabila était vraiment un homme sérieux, il devrait faire arrêter lui-même tous ses collaborateurs-là qui le... Il le disait, il avait besoin de 15 hommes. Mais pourquoi il a continué à garder ces gens-là? Est-ce qu'il a eu les 15 hommes-là à la fin de son mandat? Pas du tout. Mais est-ce que vous pensez que le régime actuel ne rentre pas déjà dans ces sillons-là? Est-ce qu'il y a une différence entre Kabila, affairiste, et M. Tshisekedi? C'est quoi la différence? Quel conseil vous donnerez à Tshisekedi? Parce que vous avez fréquenté Kabila, vous avez vécu avec lui et vous êtes avec Tshisekedi. Bon, d'abord, est-ce que vous sentez la différence? C'est pas la même chose qui continue aujourd'hui. La chance que moi j'ai eue, j'ai été ministre de Mobutu, j'ai été ministre de Kabila. Félix, j'ai été avec lui dans le parti. Je peux vous dire que ce que je trouve, la différence entre Mobutu, Kabila, parce qu'il faut même partir, parce que moi j'ai eu la chance aussi de travailler avec Mobutu, j'étais parmi même, pas ses proches, mais parmi les ministres qui lui disaient des vérités à l'époque. Félix a une chose, c'est que Félix, c'est un garçon, et, bon, pas un garçon, mais c'est un chef d'État, mais c'est un homme qui a vécu dans l'opposition, qui connaît toutes les erreurs de ses prédécesseurs et qui aujourd'hui essaie de suivre les choses vraiment jusqu'au plus bas détail. C'est ça la différence. Par exemple, est-ce que vous pouviez imaginer dans ce pays un chef d'État parler de la révisitation des contrats miniers? Jamais. Un chef d'État qui ose aujourd'hui accepter qu'on arrête son directeur de cabinet. Ses ministres sont poursuivis. Ses proches même, vous avez vu même les remaniements ici. Fait. La plupart des ministres qui sont partis de l'IDPS, de son groupe. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, contrairement aux autres, essaie d'entrer dans les modes. Et quand il y a grogne quelque part, vous avez suivi le problème des rames, vous avez suivi le problème des... Donc, c'est un président qui prend l'affaire en main
et agit. Non, mais sur lui, on a quand même eu l'affaire son jour. Sur lui, on a quand même eu l'affaire Tchilégelou, des projets extra-budgétaires. Sur lui, sous Félix, il y a eu l'affaire 15 millions de dollars américains des pétroliers. Il y en a encore eu 12 millions. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le pays est en train de continuer un peu la mauvaise gouvernance installée par Kabila? Mais l'avantage, c'est ce que moi j'ai dit. La différence avec Félix, c'est que tous ses collaborateurs qui ont été trempés dans toutes ces affaires-là, que vous avez citées. Je prends même récemment l'affaire des 12 millions avec madame la ministre honoraire de l'économie. Vous avez, elle n'est plus, elle n'a pas Akasia Bandouboula. Akasia n'a pas été reconduite. Les cas du ministre sortant de la formation professionnelle, il n'a pas été repris. Donc, Vital est encore là. Donc, tous ceux qui ont été cités, même le ministre de la Santé, professionnellement, sur le plan du travail, il a fait un travail excellent. Mais le fait qu'il ait été cité dans des magouilles, même si l'IGF, même à l'époque, l'IG l'avait couvert, il a dit qu'il a remboursé l'argent, mais il n'a pas été repris. Donc on sent quand même chez lui, il écoute la population. Et c'est ça, un chef doit écouter les murmures de la bande. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. Les magouilles, il y en aura toujours, mais il faut sanctionner. Et lorsqu'on sanctionne, on devient exemplaire. Parce que si vous ne sanctionnez pas, vous devenez complice. Et c'est le cas de Kabila. Kabila ne sanctionnait personne. Qui a été arrêté à l'époque de Kabila? Personne. Personne. Parce qu'ils étaient tous dans les affaires. Bon, puisque lui, on venait, on lui disait, chef, ça c'est votre part. C'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça qu'il ne le poursuivait pas. Mais aujourd'hui... Ça s'est passé comme ça. Donc vous avez un corps pour vous amener au président. Bien sûr, on donnait au chef. Moi je me rappelle quand on était au gouvernement, on a vu des choses vraiment que je ne peux pas dire ici sur le plateau de télévision. Mais je vous dis, avec Félix... Donc il attendait ses commissions Kabila pendant qu'il était président. Non, puisque Kabila était servi. Ces hommes les servaient. Némi faisait des rapports. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont été avec Kabila, pourquoi ils ne les mettaient pas à la de la justice, puisqu'ils connaissaient quelque chose. C'est comme aujourd'hui Félix. Si Félix est avec quelqu'un qui a volé, il peut le couvrir. Mais puisque lui n'y est pas, il le laisse entre les mains de la justice. Willy Michiki, vous êtes habillé en FRDC, c'est un peu à la mode maintenant, on parle de ça pour le soutien à nos FRDC. Mais attends, nous sommes le 17 aujourd'hui, c'est quand même le 17 mai, ça marque l'entrée de l'AFDL ici. Je voulais quand même dire un mot sur l'AFDL. Est-ce que vous pensez que le combat de Kabila, Laurent Désiré, était un combat pour la libération ou plutôt un combat pour l'occupation? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui pensent que nous devons refaire l'histoire. Kabila Laurent Désiré a été recruté alors que la guerre avait déjà des sources vers le Rwanda, vers l'Ouganda, et que lui, il était là comme une marionnette. Quand vous faites, vous, l'histoire, vous vous dites que le 17 mai, c'est une guerre de libération, ou au départ, c'est une guerre d'occupation? Non, d'abord, il faut faire une nette distinction entre les combats menés par Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est antérieur à l'AFDL, et les combats de l'AFDL. D'ailleurs, le même Mouzé, de son vivant, il a reconnu que l'AFDL était un conglomérat des aventuriers. C'est de sa bouche que c'était sorti. Donc, les combats pour moi aujourd'hui, le 17 mai, c'est un jour de misère, de malheur, de malédiction pour ce pays. Puisque quand vous voyez les problèmes qui ont commencé aujourd'hui, notamment dans la partie orientale, ça fait exactement 25 ans. 25 ans qu'à l'AFDL. Ça, c'est à cause de l'AFDL. C'est l'AFDL qui est à la base de tout ça. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'AFDL. Donc ça ne doit plus être une journée fériée. Depuis presque 25 ans, la partie orientale est instable à cause de l'AFDL. Mais Mouzé a compris ça. Il fallait maintenant qu'il fasse une révolution corrigée. C'est-à-dire que l'union sacrée, en principe, devrait être née en 1996. C'était la vérité. Malheureusement, mais comme il devait se servir des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens, des Zimbabwe pour avoir le pouvoir. Il n'avait pas d'autre choix, parce que rappelez-vous que Mouzé ne venait de rien. Il venait de rien, de nulle part. De nulle part. Donc pour vous, le 17 mai, c'est plutôt une journée de deuil et non pas une journée de célébration. Puisque ça nous, tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je voulais même aller plus loin. Même changer les noms des FRDC, les appeler par exemple force publique. Pourquoi? Parce que la force publique a des références. Vous savez que la meilleure armée en Afrique, dans les années 1915, 1916, 17, c'était la force publique. Cotée comme meilleure armée de l'Afrique. Si aujourd'hui, la Tanzanie, l'Ouganda, les Rwanda, les Burundi et même l'Ouganda sont tombés dans la coalition
belge et américaine, c'est avec la force publique. Vous avez vu les médailles que je porte ici. Ce sont des mérites pour la République. Et partout dans ces pays-là où j'allais, on me décorait. Pour la République, on me décorait. Toutes ces médailles. Puisque la force publique, quand vous attendez parler aujourd'hui de Sayo, de Gambela, ce sont nos grands-pères. Et moi, mon grand-père maternel a été un ancien combattant. Et c'est lui qui m'a relaté l'histoire. C'est la fierté chez nous. Aujourd'hui, quand on voit notre armée, je dis, aujourd'hui, le 17 mai, c'est une date qui devrait être bannie. Elle ne devrait même pas être fériée, puisque c'est la cause de la misère que nous connaissons. Mais ça nous a quand même permis de chasser un dictateur. Mobutu, 32 ans de pouvoir, les Congolais n'en voulaient plus. Les kabylistes estiment qu'il faut... alors, si on doit lever le 17 mai comme étant une journée fériée, on doit également enlever la décoration de Laurent Désiré Kabila. C'est pas un héros national alors? Non. Kabila et Mouzé avaient une vision, vraiment une grande vision pour le pays. Il était mal entouré malheureusement, parce que comme lui-même, il avait reconnu qu'il c'était des conglomérats des aventuriers. Alors malheureusement pour lui, Dieu ne lui a pas donné assez de temps, ou les hommes ne lui ont pas donné assez de temps, pour maintenant corriger cette révolution-là. Puisque la révolution, il devait d'abord récupérer le pouvoir. Et il n'avait pas d'autre choix que de chercher des alliances à gauche, à droite. Mais quand il est arrivé maintenant au moment où, rappelez-vous qu'au moment de Mouzé, c'est le premier président ici qui a fait arrêter les ministres. J'ai un frère à moi, de chez moi, Bichikwabo, qui a été mis en prison. Les gouverneurs de la Banque centrale Massango a été mis en prison. Des généraux, notamment Mukuntu, qui était le fait Mukuntu, il a été mis en prison. Donc Mouzé avait une autre vision du Congo. Donc il faut faire la distinction entre Mouzé et ces conglomérats d'aventuriers-là, des AFDC, qui n'étaient que malheureusement des affairistes. C'est comme ça qu'ils ont éliminé Mouzé, qui n'était pas dans leur vision, pour continuer leur course à l'argent. Et vous constaterez d'ailleurs aujourd'hui, je vous défie, montrez-moi des maisons que Mouzé a laissées. Il a été au pouvoir. Montrez-moi les affaires que Mouzé a laissées. Nulle part. Mouzé, c'est Lumumba, c'est Simon Kimbangu. C'est Simon Kimbangu. C'est la même lignée. Donc, Tshisekedi aussi, Tshisekedi, lui, évidemment, il a travaillé au moins, lui, pendant un temps, il n'a eu que 2-3 maisons. C'est tout, ici, à Kinshasa, sur les boulevards et à Limete. Alors que des autres qui n'ont même pas fait la moitié de ce qu'il a fait comme boulot, ont des immeubles partout dans le monde. Donc, c'est pour dire que ce sont des gens qui ont eu des visions. Donc, vraiment, ils méritent d'être appelés héros nationaux. Mais il était mal. Et son combat, est-ce que vous pensez que ceux qui l'ont succédé, que ce soit son fils Joseph Kabila, que ce soit les fils idéologiques ou que ce soit les fils biologiques, est-ce qu'ils ont poursuivi les combats de Laurent Désiré Kabila? Non, pas du tout, ils ont tapé à côté. Et la preuve même aujourd'hui que la vision des Mouzé, ce n'est pas ça. Rappelez-vous même que le plus proche collaborateur des Mouzé ont été écartés par Joseph Kabila, écartés complètement. Donc on a senti une autre révolution. C'était une autre. Le monde des affaires, la course à l'argent. Du musée, vous avez vu même des vivants des musées, aucun contrat chinois n'était signé. Toutes ces magouilles-là n'existaient pas. La preuve est qu'au moment quand Mouzé était là, alors qu'il n'avait pas même l'accompagnement de bailleurs de fonds additionnels, la Banque mondiale, la BAD et tout ça, mais Mouzé payait régulièrement les militaires. Et les moins payés dans l'armée avaient $100. Les enseignants étaient payés. Où est-ce qu'ils trouvaient l'argent? C'est pour dire que ce pays a de l'argent. Mouzé, c'était quand aujourd'hui, moi ça me fait, il y a parfois des petits faits que je peux appeler parfois, qui passent inaperçus, mais importants. À notre époque, rappelez-vous, vous êtes qui loin comme moi. Ici, dans le bus, vous connaissez comment. C'est à l'époque des musées, à partir de Lombashi, que les gens s'alignaient pour entrer dans un bus. Et Mouzé lui-même venait, il vous trouve, vous êtes debout dans un bus, on fait asseoir, on vous frappe. Donc, Mouzé a instauré quelque chose que nous devons aujourd'hui reconnaître, mais qui a été malheureusement remis en cause par ses successeurs, dont son fils. C'est son fils, bien sûr, mais le fils ne suit pas toujours la philosophie. C'est son fils. D'après la présentation, moi je ne connais pas la famille Kabila. Okay. On a présenté Joseph comme le fils de Désiré Kabila. Pour moi, c'est un non-événement, mais je me dis que un fils de quelqu'un ne peut pas nécessairement
être fidèle à sa philosophie politique. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce soir, notre invité, c'est Monsieur Willy Michiki. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Monsieur Michiki, je l'ai annoncé au départ de cette émission, vous êtes habillé en vert, on en parle effectivement. FARDC. Ça, c'est la mode maintenant. Vous aussi, vous soutenez les FARDC. Tout à fait, tout à fait. Justement, parlons de soutien aux FARDC. Vous le savez, le président de la République a pris des mesures pour définitivement ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. C'est un coin que vous connaissez, vous, bien. Cette partie-là, Walikale, Goma, Bukavu, Beni, Butembo, vous êtes un notable de ce coin. Est-ce que vous pensez que l'état de siège était la mesure qu'il fallait prendre à l'heure où nous parlons? Bon, avec tout ce que nous avons essayé comme recette, je crois que c'est l'unique recette qui restait. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'état de siège est pris ici au Congo. Mobutu a essayé aussi. Malheureusement, à l'époque de Mobutu, ça n'a pas marché. C'est pourquoi j'ai dit que pour que cet état de siège puisse réussir, il faut des mesures d'accompagnement solide. Et parmi les mesures d'accompagnement, il y a d'abord les moyens. Sans moyens, on ne peut rien faire. Il faut que l'État mette en place les moyens pour les FARDC. L'État doit mettre les moyens et surtout éviter les erreurs du passé. Vous savez que chaque fois on nous parle ici, moi j'ai un autre discours, Pero, je m'excuse beaucoup. J'ai un discours franc, puisque je pense que les pistes de solutions que nous apportons ne peuvent pas réussir s'il n'y a pas la franchise. Moi, je suis de l'Est. Je suis notable, je suis élu, je suis chef coutumier et je suis en plus expert en matière de sécurité de la région de Grand Lac. Aujourd'hui, chez nous à l'Est, d'abord les groupes armés sont communautaires. C'est pourquoi j'ai toujours prêché l'approche communautaire pour résoudre les problèmes des groupes armés. Donc les groupes armés là sont communautaires. Chaque tribu a son petit groupe armé. Évidemment, ils essaient d'aller au-delà, mais c'est ça. Et je vous dis, moi je suis de là, nous croyons à nos groupes armés. Il faut le dire la vérité. Attendez, oui, Michel, là ça devient important. La population sur place soutient et croit aux groupes armés. Tout à fait, c'est ça la vérité. Il faut la vérité. Moi je ne vais pas aller plus loin. Je vais donner des faits palpables. Pero, moi je suis de Walikale. Nous sommes en 2006. On faisait la campagne. J'ai été moi, chef coutumier de Walikale, notable, intercepté 2 fois dans des barrières des FDLR. Les FDLR, comme ils ont trouvé Walikale, vous savez, 90% de Walikale, c'est la forêt équatoriale. Il n'y a pas d'autorité de l'État, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. Alors ils ont trouvé vraiment un terrain favorable pour s'y installer. Ils ont construit des écoles, ils ont mis des camps militaires, des centres d'entraînement, puisque Walikale fait à peu près 24 500 km², presque l'étendue du Rwanda. Donc c'était pour moi, pour eux, il a... Un point abandonné, où il n'y a pas l'État. Abandonné, il n'y a pas l'État, il n'y a rien. Et c'est ça le problème. Vous constatez aussi, là où il y a les groupes armés, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité de l'État. Ça c'est un problème, même si les opérations ici, on les fait. Et après, les gens la reviennent. C'est ce qu'on a constaté chez nous. On a fait plusieurs opérations. Depuis l'époque de Mobutu, on faisait des opérations militaires. On finit les opérations, on laisse les terrains, on part. On relève les militaires et les groupes armés reviennent encore. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se servir des erreurs du passé. Alors, si aujourd'hui, par erreur, les gouverneurs militaires commençaient les opérations militaires contre les groupes armés, ils vont échouer. Je vous dis la vérité, ils vont échouer. Puisque la population va les couvrir. Quels groupes armés? Mais les groupes armés nationaux, je dis bien, locaux. Les groupes armés locaux, ils vont échouer. Pourquoi? Puisque moi je suis comme ça, hein? Je suis Willy Michiki, homme politique. Mais quand c'est la nuit, je deviens Maïmaï, groupe armé. Vous avez un groupe armé vous aussi, vous-même personnellement? Non, moi je n'en ai pas, Moi je dis la vérité, puisque les gens... Allons vers la vérité, c'est important ce que vous dites. Ce qu'il faut faire... En réalité, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous dites? Vous-même, Willy Michiki, vous soutenez les groupes armés. Et vous dites que si aujourd'hui, on s'attaque aux groupes armés locaux, on va se mettre à dos la population. Non. Moi j'ai dit que... Moi, j'ai toujours sensibilisé les groupes armés. Je soutiens les FARDC. Et j'ai toujours dit aux groupes armés, vous êtes des civils, vous voulez prendre les armes, allez vous faire démobiliser, entrer dans l'armée, entrer dans la police. Pour les cas d'espèce, comme stratégie, il faudrait d'abord commencer par s'attaquer aux groupes armés étrangers, qui sont bien identifiés, nous avons leur cartographie. Les Roudés,
les Vinteramwe, les FDLR, les ADF et consorts. Les LRA, les LRA et consorts. Là, ce sont des groupes armés étrangers. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne commençons pas comme on le fait, commencer par Beni, Maruchuru, Masisi, Lubero. Non. On commence par la frontière ougandaise. À partir de Bunagana, qui fait frontière à Kisoro. Kisoro, c'est la ville ougandaise, qui fait frontière avec le Rwanda, nous et l'Ouganda. On prend toute cette montée-là. On passe par le lac Vichumbi, par le massif de Graben, jusqu'au lac Albert. Toute cette frontière-là, nous déployons nos troupes. C'est pourquoi nous avons besoin des troupes ou de l'appui du gouvernement ougandais pour qu'ils nous permettent d'entrer dans leur territoire et remonter. Pourquoi j'ai dit ça? Puisqu'on nous a dit ici plusieurs fois que les FARDC ont occupé Médina. Moi je vous dis, Médina n'a jamais été. Je défie quiconque qui va me prouver que Médina a été occupé par les FARDC. Médina se trouve où? Médina se trouve sur la montagne de Rwenzori. Et la montagne de Rwenzori, le mont Rwenzori, est presque à la frontière de l'Ouganda. C'est à deux semaines de marche, 14 à 15 jours de Beni. Et au moment où c'est ça le fief en fait des ADF. On n'a jamais été là, jamais. Mais si nous partons de la frontière ougandaise, nous allons commencer par Médina et remonter, amener l'ennemi à l'intérieur du pays. De deux, les vrais ADF, Perron, les penseurs, les commanditaires ne sont plus là-bas en Brousse. Ils ne sont plus à Nituri, ils ne sont plus au Nord Kivu, en Brousse. Ils sont à Beni, ils sont à Goma, ils sont à Kinshasa, ils étaient au stade des martyrs. C'est qu'on a vécu au stade des martyrs. Mais c'est ça le mode opératoire des ADF. Ce qu'on a vécu avec les modus operandi, c'est ça exactement qu'on a vécu là. Allah Akbar. Pouvez-vous croire certainement, Perron, qu'un croyant peut utiliser cette violence-là, même contre la police? Les ADF sont ici. Lorsqu'on prend des rançons, des personnes kidnappées, on ne les prend pas en brousse. C'est dans les villes de Goma, à Beni, à Butembo, ici à Kinshasa. Mais pourquoi nos services de renseignement n'approchent pas les anciens otages qui ont fait des mois, des années pour comprendre comment les choses se passent là-bas? Ailleurs, c'était ça la source pour comprendre comment c'est, puisque ces gens-là ont vécu avec elles. Je vous dis, il n'y a pas longtemps, pas 2 semaines, 3 semaines, le chef, donc le chef de la mosquée de Beni, qui était un homme immensement riche, sa conscience commençait à le déranger. Et à ligne de prêche, il a dit, ici comme nous sommes ici, dans nos soutans que nous portons, il y a les serpents dedans. Nyoka y condamné. Ça n'a pas fait 1 heure du temps. On est venu la battre à bout portant. Dans la mosquée, pleine à craquer. Et l'assaillant est sorti, sans aucune intervention. Il a pris la moto, il est parti. Les ADF sont, les penseurs sont dans des grandes villes. À Goma. Donc lorsque Mbosso nous disait... Bunia, Mbosso disait, camarade, de quitter les groupes armés, laisser les groupes armés, il avait raison quand il disait ça. Non, lorsque Mbosso disait ça, c'est de l'amalgame. Il parlait, lui, de nous, les élites, les notables. Non, nous, on n'est pas là. Je vous dis que là, je parle d'abord des groupes armés étrangers. Et quand bien même je parle des groupes armés nationaux, c'est ici à Kinshasa, les problèmes de prise en charge. Moi qui vous parle, il n'y a pas 4 mois, 5 mois, j'ai démobilisé plus de 3 000 à 4 000 jeunes. Le gouvernement provincial est même incapable de me donner le carburant pour payer les camions, les amener de Massissi, de Walikale à Goma. Payer seulement les camions, ça ne coûte rien. 300, 500 $. Ils arrivent dans les centres de démobilisation à Rumangabo, comme le centre de police à Goma. Un mois après, on n'a pas à manger. 3/4 de ces jeunes gens-là sont rentrés en brousse. C'est pour vous dire que c'est du business. Il y a des gens ici à Kinshasa, comme à Goma, à Bunia, qui ont construit des immeubles, qui ont des ports, des bateaux, qui ont des avions à cause de cette affaire, en vendant les munitions, en vendant les armes. C'est du business. Les fonds de ménage sont détournés. Il y a combien? Regardez le budget au ministère de la Défense pour comprendre comment les militaires deviennent riches aujourd'hui. Les policiers deviennent riches. Un agent simple, un agent comme ça. Il roule dans une Jeep 4x4 de 40 000 $. Et personne ne se demande au lieutenant général pour savoir, mais c'est où est-ce que tu as eu cet argent-là?
Un militaire commerçant, vous avez vu ça où? Dans quel pays ça? Un policier commerçant. Et ça, au vu aussi de tout le monde, c'est normal, un militaire. Quel héritage il a eu? C'est ça le problème. Je vous dis, il y a des complicités. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas arrêté cette complicité-là, ces circuits d'approvisionnement des munitions, des armes, on n'aura pas résolu les problèmes des groupes armés. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on aura fini avec les groupes armés étrangers, les groupes armés nationaux et les groupes armés nationaux ou locaux n'auront plus le prétexte de dire que nous protégeons nos terres, puisque l'ennemi sera déjà défait et ils vont rendre les armes. Mais si on fait l'opération inverse, ils auront la complicité de leur tribu et ce sera compliqué. Puisque nous sommes tous à peu près. Et les armées, quand ils viennent, on ne sait pas faire la distinction entre un civil et un groupe armé. À moins qu'ils portent une arme ou qu'ils soient en tenue. Nous sommes les mêmes. C'est pourquoi j'ai dit que pour avoir l'appui de la population, il faut ôter ces prétextes-là à tous ces groupes armés-là, les 122, 123 là, pour qu'ils ne disent plus que, puisque du moment où, et puis, lorsqu'on fait une opération militaire, il faut immédiatement y déployer des hommes armés, les FARDC, qui vont rester d'une manière permanente. C'est ça le problème. Puisque vous savez que dans ces pays, on n'a pas beaucoup d'éléments. Quand je pose la question au commandant des régions militaires, au commandant d'opération, ils me disent non, on n'a pas d'éléments. Alors, c'est comme ça que j'ai dit qu'il faudrait même prendre des éléments qui sont ailleurs dans d'autres provinces, les amener chez nous. Lorsqu'on fait des opérations de nettoyage, on y déploie. Vous pouvez comprendre, aujourd'hui, dans les parcs de Virunga, il n'y a pas de militaires. Et c'est normal. Et c'est là où les ADF sont installés. Vous allez vers Moutouanga là-bas. À part ceux qui sont les opérations d'une manière sporadique. Les morts est chez nous. Mais dans les morts il n'y a aucun militaire, aucun policier. C'est là où les ADF restent. Donc, je dis qu'il faudrait beaucoup de moyens déployer. Vous faites une opération militaire, vous déployez les moyens. Et les opérations doivent commencer par la frontière congolo-ougandaise vers l'intérieur. Et là, nous allons le tirer. Et aussi, il faut traquer les ADF qui sont dans les villes. À Kinshasa, ici, ce qu'on a vu là, là, c'est rien. Ça, c'est vraiment une partie visible de l'iceberg. Ce qu'on a vu au stade des martyrs, c'est sale. C'est ça les modus operandi des ADF, exactement comme ça. Ce sont déjà drogués, des gens islamisés, puisque leur mission c'est quoi? C'est islamiser la RDC. Et pour commencer, il faut faire la terreur. C'est comme ça que les ADF, ils tuent les hommes seulement, ils ne tuent pas les femmes, ils ne tuent pas les enfants. Mais il y a des bandits, évidemment, qui profitent aussi pour s'attaquer parfois aux femmes et aux petits-enfants. Donc, c'est la condition pour la réussite de cette opération. Oui, Willy Nishiki, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous pensez que les opérations telles qu'elles lancées actuellement vont dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que M. Tshisekedi a pris la bonne piste, celle que vous êtes en train de proposer, ou lui aussi il est allé dans la logique de ce qui s'est passé avant, beaucoup de tralala, beaucoup de fanfares, alors que dans le fond, on ne va pas dans un chemin qui pourra évidemment ramener la paix définitivement dans l'Est de la République? Bon, évidemment, moi je ne fais pas partie du gouvernement, encore moins du Conseil supérieur de l'armée. Donc je ne suis pas même dans les conseils de sécurité. Donc je ne suis pas impliqué. Mais avoir les choses de loin, c'est comme si ces précautions-là n'ont pas été prises en compte. Malheureusement, on risque de rééditer ce que les autres ont fait et échoué. C'est ça qui me fait peur pour moi. Parce que quand je vois aujourd'hui le gouvernement militaire, c'est bien, c'est un gouvernement militaire, il fait... Mais le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que je viens de vous dire là. Donc les premiers signaux pour vous ne vous rassurent pas? Pas du tout, parce que lorsque je vois ce qui est là, à moins que ça soit des secrets de défense qu'on n'annonce pas en public, nous attendons voir. Mais moi je dis, mais je n'ai pas besoin d'être informé, mais je dis qu'ils prennent en compte ce conseil-là. Commencer les opérations à partir de la frontière ougandaise et s'attaquer uniquement d'abord aux groupes armés étrangers. Lorsqu'on aura fini cette opération-là, les groupes armés locaux qui vont résister, on va maintenant les matraquer avec l'appui de la population. Mais si on commence par les groupes locaux, ils vont échouer parce qu'il y aura la complicité de leurs frères. Donc vous êtes un peu dubitatif, hein? On a l'impression qu'on refait la même chose. On refait la même chose. Bon, malheureusement, moi j'ai dit nous voulons une recette spéciale. Puisque les autres
recettes ont échoué. Moi, j'ai dit, essayons maintenant ça. Et j'insiste en disant à Perrault qu'il y a des penseurs, des commanditaires, des ADF ne sont pas dans la brousse. Ils sont avec nous ici. Nous vivons avec eux, ils sont là. C'est eux qui font des affaires. Parce que c'est aussi du business aussi. Et on a vu aujourd'hui, je vous dis, quand on parle des rançons, ce n'est pas dans la brousse. C'est ici. On utilise les téléphones que nous avons ici pour avoir de l'argent. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faudrait aussi que les services d'enseignement puissent s'activer, surtout dans les milieux islamiques. Vous avez vu, ce qui s'est passé ici au stade des martyrs est inacceptable. Ce n'est pas normal pour un petit conflit de pouvoir et de ceci, on puisse s'attaquer à la police, aux hommes en uniforme, tuer les gens, casser, vandaliser, brûler des véhicules. C'est une violence excessive. Si on n'est pas islamisé, on n'est pas endoctriné, drogué, un homme normal ne peut pas faire ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faut aller au-delà des sanctions pénales qu'on a suivies tous. Il faut pénétrer ces milieux-là. Il faut que les services n'attendent pas, parce que ce qui se passe à Beni est commandité ici. Et commandité, c'est pourquoi moi je me suis toujours opposé à la présence du chef de l'État à Beni ou à Goma. Puisque l'ennemi est là-bas, est là. Je vous dis, moi j'ai eu la chance de parler à certains otages. Je vous dis, mais vous avez été loin. Il me dit, non, il y a un, par exemple, Patrick Mouiria, qui a fait 3 mois là-bas. Il a eu la chance, comme c'est un intellectuel, à discuter avec le numéro 1, qui était le secrétaire de Hajj, qui est en prison aujourd'hui en Ouganda. Il lui a dit que moi j'ai suivi ton arrestation à partir de Dubaï. J'étais dans un restaurant à Dubaï avec tes frères Nande qui parlaient de toi, que tu es un déclarant, un garçon bien. Je suis venu moi-même. J'ai dit à mes gens de ne pas te tuer. C'est vrai, on a tué tout le monde sauf lui. Et il a dit, alors, après, on lui a demandé $50 000. Et il a payé à Beni. Sa famille a donné $50 000 à Beniville. À quelqu'un qui est venu, qui a prié, qui est parti avec l'argent. Et quand comme il était malade, il a fui, il a eu peur. Il a fui, il est allé à Goma. Regardez Beni Goma, 400 km. Et à Beni, ces gens-là, à Medina, là où il est, parce que lui il était à Medina, il l'appelle, depuis Medina. Mais on te voit là, tu vas à Île Africa, là on ne va pas te soigner. Il faut aller dans un autre hôpital que cher. Les gens les voient. Donc ils ont des gens là-bas à Goma, 400 km. Medina, de Medina. Moi je suis à Medina. Ils ont des statuts, non. Ils ont des agents. Ils nous ont déjà pénétrés, infiltrés. Et le monsieur a eu peur, il est venu se réfugier ici à Kinshasa. Il est ici à Kinshasa. Puisque je vous dis que l'affaire est aussi compliquée. Beaucoup de commerçants là-bas travaillent avec l'argent des groupes armés. C'est pourquoi pour eux c'est du business. Donc il faut couper la source de financement. Mais est-ce que l'idée de prendre des gouverneurs militaires, est-ce que c'est une bonne idée, Willy Michiki? Cette question m'amène aussi à ouvrir un autre pan. Ces gouverneurs-là sont des anciens rebelles. Certains ont été cités dans les rapports des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que ça aussi c'était une bonne idée que de prendre des hommes cités par exemple par les experts des Nations Unies ou par les rebelles et leur donner le commandement de ces provinces? Bon, d'abord, il faut dire que notre armée a été unifiée. Vous connaissez l'histoire. Nous venons de très loin. Il y a eu des composantes, maï-maï. Il y a eu des brassages, des mixages. Brassages, tout ça. Mais lorsqu'on devient militaire des FARDC, on coupe les cordons ombilicaux qui vous liez à votre groupe armé, que ce soit ex-gouvernement ou bien MLC, RCD et consorts. Mais moi, j'ai dit d'abord, c'était une mesure salutaire. Vraiment, maintenant, il fallait l'état de siège. En plus, les hommes qui ont été choisis, ce sont des véritables guerriers. Moi, j'ai eu peut-être la chance. J'ai été à Goma. Je connais bien Johnny, qui, à un moment donné, même, on a habité presque des maisons voisines. Il était chez moi comme locataire. Johnny, c'est parmi les vaillants militaires. Qui est le général John Luboya. Johnny, qui est maintenant à Nitori. C'est parmi les meilleurs officiers. On peut citer quelqu'un dans un rapport, tout ça, mais c'est quelqu'un qui n'a pas volé, qui n'a pas pillé, qui n'a pas vu. Le général Nduma, j'ai été directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba en 2006. Tous les collaborateurs de Jean-Pierre Bemba, même l'actuel commissaire général, je les connais tous.
Et Constant Ndima, c'est parmi les véritables guerriers. Puisqu'il fallait choisir aussi des gens qui connaissent les milieux. Vous n'allez pas amener quelqu'un qui vient d'une académie militaire en France, en Belgique, puisqu'il est expert ici, il connaît seulement par écrit. Mais là, ce sont des hommes du terrain et qui ont mené des opérations sur terrain. Constant Ndima connaît bien cette région. Évidemment, lui, il a évolué plus du côté de l'ex-province orientale, mais de Beni aussi, puisque Jean-Pierre Bemba était à Beni, avec Constant aussi, à l'époque. Donc, ce sont des hommes du terrain. Et ces hommes-là, ces hommes ont été briefés par les chefs de l'État, par les commandements militaires. Moi, je suis confiant qu'ils vont réussir. Mais pour qu'ils réussissent, il faudrait les mesures d'accompagnement telles que je suis en train de les dire. Les moyens. D'abord les moyens. Après attaquer. L'appui de la population. La stratégie de conquérir les groupes communautaires pour que les groupes communautaires puissent sensibiliser leurs enfants en brousse, et l'appui des pays voisins, puisque surtout l'Ouganda, puisque les opérations devraient commencer par l'Ouganda. Il faut que l'Ouganda nous permette d'entrer dans son territoire, et de là nous remontons. Et je dis et je redis encore que partout où les FARDC passeront, qu'on y laisse de militaires congolais. Il n'y a pas de militaires. Et les gens là profitent. Je vous dis qu'il y a beaucoup de militaires qui ont été piégés là-bas. Pourquoi? Puisque ces gens-là sont très forts en renseignement. Leurs chefs là, ils sont dans des villes, ils nous voient. Ils participent même parfois à nos réunions. Nous sommes infiltrés. C'est pourquoi j'étais content, par la mesure du chef de l'État, de nettoyer tous les commandements militaires qui étaient là-bas, au niveau de la région militaire, au niveau des opérations militaires, donc Sokola 1, Sokola 2, ça c'était une très bonne chose, puisque ça nous permet d'avoir des responsables frais qui viennent d'arriver, mais il faut aussi les troupes, puisque ces commandements-là, hein, ce n'est pas seulement des têtes, des commandants des opérations militaires, la plupart sont en connivence avec les groupes armés étrangers. Moi j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir été le coordonnateur de l'entité Maïmaï, à l'époque d'un plus 4. Et j'ai parlé à des groupes armés qui, certains même aujourd'hui, sont retournés encore en brousse. Et ils me disent, Excellence, comment on fait? Moi je dis, comment vous avez des munitions, vous n'avez pas de commandants d'État? Ils me disent, non, nous on fait des opérations, on s'entend avec un commandant d'une unité, quelque part, on lui donne de l'argent, il fait une vraie fausse opération, et après il nous laisse des cargaisons, il fait les replis, des cargaisons d'armes et de munitions. C'est ça la réalité de ce pays. C'est ça la réalité ici. Et même, on a même institutionnalisé certains groupes armés. Rappelez-vous aux élections passées, les groupes armés ont sécurisé des bulletins de vote. C'était un secret de polichinelle. Puisqu'il n'y a qu'eux qui contrôlaient ces milliers-là. Donc, il y a aujourd'hui des groupes armés qui sont avec les FARDC. Prenons le cas de Sokola qu'on vient de relever, le commandement là-bas. Il y a un groupe armé RCD rénové qui a splitté en deux. Le second Bouira, il a été appuyé par l'armée, par des opérations pour traquer les autres Maïmaï, alors qu'ils ne sont pas encore démobilisés. Donc ce sont des choses qu'on a vécues et qu'on continue à vivre. Ça, je vous parle du présent qui se passe sur le terrain. Donc il faut vraiment que les chefs de l'État prennent les choses en main. Nous avons aussi la chance d'avoir un ministre de la Défense qui est de l'Est, qui connaît bien les problèmes et qui est aussi scientifique. Donc nous pensons vraiment que la chance est de notre côté, mais il faut seulement que ces conditions minimum soient vraiment réunies. Oui, les messieurs, on va terminer cette émission. Et éviter aussi les frustrations, par exemple. Vous savez, les problèmes chez nous, c'est quoi? Ce sont les frustrations. Si les groupes armés sont aujourd'hui en brousse, c'est les frustrations. Regardez par exemple Ituri aujourd'hui. Vous voyez le poids économique d'Ituri dans l'économie aujourd'hui. L'Ituri n'est représenté que par un vice-ministre dans ce gouvernement. C'est pas aussi bien. Évidemment, c'est un grand leader. Samy, vraiment, le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est parmi les grands leaders de jeunes et montants, mais il n'est que seul. Ça aussi, ça crée des frustrations quelque part. Puisque les gens là-bas, c'est une guerre interethnique. Ils disent, bon, chez nous même au Nord Kivu, nous avons 4 postes au gouvernement. 3, tous sont de Nande, un seul Hutu. Et les autres, les ethnies, les grands, ne sont pas là. Alors qu'à l'époque de Mobutu, on essayait d'équilibrer. Le Premier ministre pouvait dire non, non, non. Vous, tel parti, cherchez-moi dans telle ethnie. Pour éviter ces frustrations, ce sont ces frustrations-là en fait qui dérangent. Vous allez au Sud Kivu, une province où il y a 2 grands poids lourds au Sud Kivu, c'est les Chi et
et les règles. Il n'y a aucun règle. Vous vous rendez compte? Aucun règle. C'est un problème. Donc il y a des petits problèmes comme ça qui sont créés par les pouvoirs centrales ici. Puisque les services de renseignement sont censés connaître tout ça. C'est comme ça que lorsque j'avais appris que le Premier ministre avait eu un briefing des services de renseignement, j'étais sûr qu'il allait regarder, par exemple, que toutes les provinces sont représentées, mais aussi les grandes ethnies qui tiennent les provinces, puisque ce sont ces conflits-là qui, plus tard, deviennent des problèmes nationaux. Oui, Michiki, on va terminer cette émission. Je voulais quand même réagir parce que vous parlez du gouvernement. Je vous attendais au gouvernement, vous n'étiez pas candidat. Non, je n'étais pas candidat. Tu ne vous as pas proposé. Non, je n'étais pas candidat parce que moi je me suis dit, nous avons servi ce pays. Moi j'étais ministre depuis 26 ans, j'étais parmi les plus jeunes ministres de ce pays. J'estime qu'aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est de conseiller les autres. Même Bikaï qui voulait être ministre, finalement, Bikaï, lui c'est vrai, il voulait, et j'ai dit aussi à Bikaï qu'à un moment donné, il faut prendre les reculs. Il a été dans le gouvernement de Sami Badibanga, il a été dans le gouvernement Kibala, Ilunga Ilukamba. Moi, à la place de... J'aime bien Steve, c'est un ami. On a commencé à l'IDPS avec lui, avec les Gilbert Kankonde et consorts, avant qu'il ne se retrouve dans la société civile pour faire le comeback en politique. Je crois que Steve a de l'avenir. Mais à un moment donné, il faut prendre un peu de recul. Et aujourd'hui, Steve, il a fait ses preuves. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas toujours s'acharner. Il faut parfois laisser les autres. C'est pourquoi je suis même content aujourd'hui de voir quand même que le gouvernement, à son sein, il y a 80% de nouvelles figures qui n'ont jamais été avant au gouvernement. Vous y croyez? Vous croyez que ce gouvernement peut faire quelque chose? En tout cas, c'est un gouvernement qui est vraiment mûr, bien composé. J'ai foi que ce gouvernement pourrait réussir. En commençant par son chef, qui est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves dans le secteur privé aussi, puisque avant d'entrer au gouvernement, il était à la Jacamine, et c'est un homme de conviction. Donc j'ai foi sincèrement que le gouvernement, quand je vois son ossature, ça donne de l'espoir aux Congolais. Willy Michiki, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Perron. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Monsieur Willy Michiki, président du parti politique UNANA. Avec lui, on a fait un peu la ronde de l'actualité plus sécuritaire ici en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.